Salut l'équipe, notre preview 2020-2021 pour la saison 2020-2021 continue après la conférence Ouest et notre top 8 à chacun. Et bien on continue avec la conférence Est. Oui, on n'a rien inventé pour en parler. Erwan, ça va Erwan? Oui, on n'a rien inventé effectivement. Conférence Ouest, conférence Est, bravo. Ouais. Bravo. Peut-être la conférence Nord et la conférence Sud un jour, mais bon, c'est pas l'actualité. Et Thomas est là, lui aussi, pour nous parler de cette petite conférence Est. Ta conférence chérie? Non, j'invente, j'en ai aucune idée. Ouais, la conférence un peu des pauvres, hein, j'ai envie de dire. Conférence faible, mais bon. Oui. C'est vrai depuis quelques années, mais moi j'ai toujours plus d'amour et de sentiments pour cette conférence Est. C'est ton côté fan des années 80? C'est mon côté fan des années 90, ça marche pas avec, pour reprendre la chanson de Michel Sardou. Tout à fait. Absolument. La bonne humeur aujourd'hui autour du plateau, mais surtout une tentative de classement dans la conférence Ouest. C'était très difficile. Dans la conférence Est, ça allait tout autant lorsqu'il faut choisir entre 7, 8, 9 et 10. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé. On va commencer tout de suite avec toi, Erwan, avec ton top 8. Et puis en même temps, je vais en profiter pour vous dire que le 22 décembre, on sera ensemble sur Twitch pour regarder les 2 premiers matchs de NBA. C'est à partir de minuit sur Twitch, si vous avez l'habitude. Alors Erwan, ton top 8, s'il te plaît. Ouais, mon top 8, on va aller dans du grand classique. On voit les équipes qualifiées quasi sûres. Voilà, c'est pas non plus le pari du siècle. Ensuite, c'est là que ça va se compliquer. Moi, je mets Washington. J'ai envie d'y croire. Honnêtement, pour moi, Thomas le disait à juste titre, la conférence Est, c'est un peu la conférence entre guillemets du pauvre, parce qu'elle est comparée à la conférence Ouest où il y a quand même des sacrées armées. On l'a vu dans la dernière vidéo. Moi, je crois qu'avec Bill et Westbrook en duo, on a vu hier aussi que sans les deux, il y avait des mecs qui étaient capables de mettre le nez à la fenêtre sur leur premier match de pré-saison. Et je crois vraiment que cette équipe des Wizards peut accrocher le 7e spot. Le 7e spot pour les Wizards, on va s'attarder un peu là-dessus, parce que moi aussi, je les ai mis 7e. Et ça tombe bien, il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Ce qui est bien, c'est que cette semaine, ce week-end, il y a eu les premiers matchs de pré-saison. Donc on a vu quelque chose, des trucs plutôt intéressants. En tout cas, pour les Wizards, il y a une arrivée majeure. C'est évidemment celle de Russell Westbrook. Denis Avdija, le rookie du Maccabi, est arrivé avec de bonnes choses lui aussi. Robin Lopez, Raoul Neto, Anthony Gill sont arrivés. Donc, côté départ, John Wall était là depuis 10 ans et il a pris la direction de Houston, Jonathan Williams et Jerian Grant. La question que je vais vous poser tout de suite, et je vais te la poser à toi Thomas, est-ce que Russell Westbrook fait la bascule pour cette équipe des Wizards pour atteindre les playoffs cette année? Normalement oui, après à voir. Pour l'instant là ils sont mis au repos les deux, mais ça peut être une bonne paire. Et je pense qu'il a une revanche à prendre, Westbrook, sur sa saison dernière. Je pense que, je crois que je les ai mis 7e aussi. Quand tu dis qu'il a une revanche à prendre, on sait qu'il sort d'une énorme... statistiquement parlant, c'est quand même une saison remplie. On enlève la bulle parce qu'il était blessé, mais statistiquement parlant, après, quand tu dis revanche, on a l'impression, encore une fois, et c'est un petit peu le problème, la qualité et les défauts de Westbrook, c'est qu'il a une revanche à prendre encore une fois sur lui-même, on a l'impression. Quand je dis une revanche à prendre, c'est qu'il est transféré à Houston, c'est pour jouer le titre, on va pas se mentir. Et puis ça se passe pas comme prévu, et donc s'il le garde pas, ou s'il lui veut pas rester, c'est qu'à l'arrivée ça s'est pas bien passé. Donc c'est qu'il y a eu un échec pour moi. Donc là il part se relancer, tout comme John Wall dans le sens inverse. Donc voilà, après à lui de prouver qu'il peut ramener une équipe en haut du tableau. Le fait qu'il soit dans une équipe... Tom, je te pose aussi la question, le fait qu'ils soient aussi dans une équipe de bas de tableau, on va pas se mentir, l'année dernière, les Wizards n'ont pas fait les playoffs et ils ont fait la bulle, mais on se souvient de leur bilan dramatique, ils n'ont pas gagné un match dans la bulle. C'est aussi un désaveu pour lui, quelque part, cet été, d'avoir été transféré dans une toute petite équipe comme ça. C'est peut-être aussi en ça qu'on peut imaginer un Wizard revanchard, parce que à 32 ans, quand il y a 3 ans, t'es MVP, on t'est transféré chez les Wizards. J'ai pas souvenir qu'un MVP ait connu ce sort-là en 3 ans après son titre. C'est vrai, surtout qu'il est encore dans son prime, hein, tu l'as dit, d'un point de vue des stats l'année dernière. Clairement. Houston 27, a changé, 8-7. c'est ce qui est des stats de MVP, j'ai envie de te dire. On voit le bilan des Wizards l'année dernière. T'inquiète pas, Polo, c'est pas grave. On va aller sur le sac majeur ensuite. Ils étaient 9e de la conférence Est, les Wizards. Bradley Beal était à 30 points par match et il n'a pas fait l'All-Star Game. Donc, évidemment, on se pose la question de ce duo, Bradley Beal et Russell Westbrook, va-t-il permettre aux Wizards d'aller en playoff? J'ai envie d'entendre oui, puisque tout le monde l'a mis 7e. Moi, je dis oui. Par contre, est-ce que la profondeur de banc ne peut pas poser de problème pour espérer plus? C'est léger, il y a beaucoup de jeunes. Il y a le jeune qui arrive du Maccabi, Avdija, ouais. qui a montré, qui apparemment est un beau prospect. Après, derrière, on connaît, il y a Wagner,
Ils ont pris un bon intérieur, Lopez, Bryant qui montre de belles choses, mais c'est un peu léger. Honnêtement, il va falloir un gros duo pour que ça passe. Après, on les met 7e, on les met pas avec avantage du terrain. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'ils peuvent pas espérer plus, en fait? Peut-être, ça serait pas surprenant. J'ai pas non plus voulu trop m'enflammer parce que, honnêtement, quand je fais les premiers à l'Est, tu vois que les 5-6, c'est très dur de les bouger. Après l'ordre, on peut toujours discuter, mais je vois pas Toronto pas aller en play-off, je vois pas, tu vois, même Indiana, bref. Mais après, je pense que Robin Lopez, tu voyages. Robin Lopez, clairement, tu voyages. Avdija, à voir s'il va pas même starter. Après, Troy Brown Jr., c'est des mecs qui ont du vécu, qui peuvent mettre des pantons. Ishmis, on voit bien qu'il fait la maille depuis quand même pas mal d'années. C'est des mecs meneurs backup. Tu les mets, ça fait le café, comme dirait Tom Serravino. Raúl Neto, c'est pareil. Davis Bertans sortira du banc plutôt que dans le 5e unit, mais à mon avis, il sera. Il a changé. Tom a changé. Pour moi, il sera plus dans le second unit à mettre des filoches. Isaac Bonga a montré des belles choses. Alors oui, c'est pas le banc de Toronto il y a 2 ans, mais je trouve que tu peux voyager en tout cas, et encore une fois, autour de deux superstars, de 2 All-Stars en puissance, dont un MVP il y a moins de 3 ans. C'est des mecs, Westbrook a 32 ans, Bill, je crois, est encore plus jeune. Donc honnêtement, je les vois 7e à minima, j'ai même envie de te dire. Je te rejoins complètement. On se dit que les Wizards doivent valider un ticket pour les playoffs et ensuite espérer passer un tour. On est déjà dans ce truc-là, puisque au vu du talent des superstars, avec un duo pareil, tu dois espérer un peu plus. Et puis on connaît aussi la mentalité de Russell Westbrook. Russell Westbrook, son but, c'est d'aller en playoff. Il est allé en playoff pendant toute sa vie. Il a eu du mal ces dernières années à passer un tour de playoff. Et d'être 7e et donc de jouer potentiellement contre les Bucks, contre les Nets, contre... Non, mais dans la conférence Est, parce que les Warriors ne sont pas encore dans les Philadelphia Warriors, peut-être. Mais Will Chamberlain. Je pensais que tu parlais que. Non, je pensais justement, cette année, il aura peut-être. Ça va être plus difficile, ça va être tout autant difficile d'être 7e et de jouer contre les Bucks, donc il aurait tout intérêt à aller chercher beaucoup plus haut et donc de ne pas faiblir dans cette saison un peu raccourcie. Tu vas nous présenter ton top 8, toi, s'il te plaît, et j'ai l'impression que si je m'en souviens un peu. Comment? Il ressemble un peu à celui des Ouais, j'ai l'impression de ce que j'ai vu, je me souviens pas trop de qui j'ai vu. T'as cru que c'était le tien d'ailleurs. Comment? Ouais, c'est ça. Je crois que je les ai mis en 7e aussi. Non, 8e. Atlanta, 7e, intéressant. Ouais. Atlanta, ils ont fait un bel été, enfin un bel été. Ils ont pris Gallinari, Bogdanovic. Ils ont une belle équipe, moi je les vois bien 7e, un peu jouer les. Alors après ça dépendra Il faut une grosse saison de Trae Young, tout le monde attend de voir. Parce qu'il a fait beaucoup de choses l'année dernière, mais dans une équipe qui perd. Maintenant on attend de voir s'il peut faire gagner son équipe avec John Collins aussi, qui est jeune avec beaucoup de talent, et derrière un peu assez classique. Indiana, je ne sais pas trop ce que ça va valoir cette année, ça va dépendre d'Oladipo. Les Magic on connaît, ils ont perdu Augustine, ça va leur faire mal quand même, sur le long terme. Voilà, et les Bulls, c'est une pièce en l'air. C'est clairement une pièce en l'air. On reste sur les 7e d'Atlanta Hawks, qui sont pour toi aussi en playoff. Ouais, je les ai mis 8e, moi. Je les ai mis 8e. Donc c'est 7 et 8, on a les mêmes Washington et Atlanta. Assez intriguant avoir joué. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille sur Trae Young, parce que c'est ce que tu disais, Tom. C'est le step d'après de notre ami. On a vu très fort sur pick and roll, énorme scoreur, énorme passeur. Showman, passeur, très bien. Maintenant, le step d'après, et c'est quand même le plus important en basket, c'est d'apprendre à gagner des matchs. Et là, cette année, clairement, le front office des Hawks a mis une équipe clairement autour de Trae Young. Alors il est encore jeune, on va pas non plus attendre de lui qu'il envoie son équipe, qu'il envoie son équipe directement dans le top 4 de la conférence. Par contre, je veux voir des séquences dans cette saison-là où ils peuvent enchaîner des victoires, où ils peuvent un peu être vraiment un trouble fait. C'est une équipe qu'on attend aussi comme les Wizards, différente parce que c'est une équipe beaucoup plus jeune quand même. Mais il est temps pour ces mecs-là d'apprendre à gagner autour de leur coach Lloyd Pierce. Voilà, on sait qu'ils sont inspirés des Warriors il y a 3 ans maintenant. Voilà, c'est le moment, c'est bien dans les temps passants, je sais pas trop mal dans la construction de l'équipe maintenant. C'est pas trop mal, c'est même plutôt bien. Voilà, maintenant, ils n'ont pas gagné de match encore. Je sais, mais le truc d'Atlanta, c'est que ils ont tout bazardé à l'époque, leur Ford, Joe Johnson et tout ça, il y a quelques années maintenant. Ils attendaient un peu leur Messi. Ils ont choisi Trae Young plutôt que Luka. On se rappelle qu'ils ont fait cet échange contre Luka Doncic. Et finalement, on leur tape pas dessus parce que le Trae Young répond d'un point de vue niveau individuel dans les stats. Tu as raison, peut-être qu'ils n'ont pas encore gagné, mais leur été, on va voir les arrivées et les départs, les mettent clairement dans la course au play-off. Ils ont drafté Okongwu, qui va être le pivot remplaçant de Clint Capella. On va évidemment parler de Clint Capella, c'est important. Skylar Miles, Tony Snell, Chris Dunn, Danilo Gallinari, Rajon Rondo, Bogdan Bogdanovic. Je ne vois que des noms confirmés, des noms complémentaires de Trae Young. Je pense à Chris Dunn, par exemple, qui va être un très bon défenseur autour de Trae Young. Ils ont rajouté de l'expérience avec Gallinari, avec Bogdanovic et évidemment avec Rajon Rondo. Moi, je me dis toujours que lorsque tu prends Rajon Rondo à l'intersaison, c'est que tu vises les playoffs et rien d'autre. On n'imagine pas Rajon Rondo ne pas faire les playoffs, Thomas.
Ah, tout à fait, tout à fait. Pour moi, ça peut être la belle surprise à l'Est. J'attends vraiment une belle saison de leur part. Ils ont tout pour que ça marche. Ils ont rajouté du banc, de l'expérience avec Rando, Gallinari, Tony Snell qui commence à connaître le métier aussi, Dunn. Ah oui. Honnêtement, ça peut être une des surprises de la saison, je pense. Quand tu dis surprise, tu penses à quoi? Tu penses à aller en playoff? Tu penses à... Oui, aller en playoff, Pour toi, bien c'est une sûr. surprise, Atlanta en playoff? Moi, j'ai l'impression que s'ils vont pas en playoff, c'est une énorme Ah déception. non, C'est l'inverse. playoff pour eux, c'est minimum, je pense, avec l'équipe qu'ils sont fait. À l'Est, ils sont à l'Est, c'est pas une... J'aime bien ta question, Tom, parce que c'est vrai qu'on serait déçus, mais en même temps, Atlanta, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus en playoff, et on les a jamais vus en playoff sous l'ère Trae Young. Alors, c'est encore très jeune. Ça fait que 2 ans qu'il a C'est pas que 2 ans, mais en tout cas, c'est là qu'on l'attend. Donc, c'est ni surprise, ni. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit. Moi, ce que j'aime bien, c'est le spacing qu'on va pouvoir mettre un petit peu autour. Et on sait que Trae Young, c'était un petit peu unidimensionnel dans la création et qu'il était un petit peu le seul à pouvoir le faire. Et là, avec des mecs comme Bogdanovic, déjà, il va pouvoir un petit peu, tu vois. Libérer la balle. Libérer un petit peu la balle. Bien sûr. Libérer un petit peu la balle. Et puis, il y a des mecs qui vont filocher, Bogdanovic, Gallinari, et sur pick and roll, il va y avoir énormément de spacing. Et donc, ça va laisser l'axe panier-panier pour les grands, comme Clint Capella sur du alley-oop, comme il faisait avec James Harden, ou le pivot drafté, ou Kongu. Donc, je pense qu'il y a plein d'options très intéressantes. Puis, ils ont mis des soldats pour défendre. C'est une équipe qui défendait pas des masses. Pas du tout. Mais c'est vrai. Alors du coup, on a eu la chance de voir 2 matchs de pré-saison d'Atlanta, 2 matchs contre le Magic. On a vu d'ailleurs Evan dire qu'il s'ennuyait. Tourner en rond dans sa chambre de... Mais je rassure Evan, je tourne en rond aussi à Paris en ce moment. Oui, absolument. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont 2-5 de très haut niveau. Bogdanovic a commencé le premier match en étant starter. Le deuxième match, c'est Kevin Huerter, qui est leur Klay Thompson dans l'imaginaire, et Trae Young et leur... Mais il s'est fait mal, Kevin. Il est tombé Huerter. C'est la faute à Voltaire, tu l'as pas? Pas du tout. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Ah ok, oui, non, ça, d'accord, mais ok, très bien, elle est magnifique celle-là. Mais Kevin Huerter, tu vois, comme Cam Reddish et comme un degré au-dessus DeAndre Hunter, sont des gars finalement qui ont un peu d'expérience et qui peuvent eux aussi avoir leur breakout saison, tu vois, où tu vois DeAndre Hunter, moi je suis pas surpris si ça devient un titulaire indiscontable de l'équipe, sûrement, mais avec un niveau de performance très intéressant, tu vois. Tu sais ce que j'attends de Kevin Huerter, de DeAndre Hunter, de Cam Reddish, qui pourront un peu faire la bascule? J'attends ce que Thomas Laroukis n'a jamais pu faire en Jeep Elite. C'est-à-dire que ce potentiel-là, ce poste sur les mêmes postes en plus talentueux, on attend que ces mecs-là franchissent le cap. Et toi, justement, moi je crois vraiment que sur ces mecs-là, ça peut leur amener du banc, de la profondeur et du talent, parce que ils ont du talent. C'est des talents, et ça peut faire de cette équipe 7-8e bagarrée pour les playoffs, une équipe très sérieuse qui peut faire chier, parce qu'on imagine que dans une saison, il y a toujours une ou deux équipes qui finalement ne répondent pas aux attentes, qui connaissent une saison un peu noire avec des blessures ou autres. Et là, finalement, si Atlanta, eh bien, ils prennent le bon wagon, ils peuvent vraiment créer peut-être une... C'est comme ça que tu crées des bascules, parfois dans les franchises. Si Huerter et Reddish ils commencent à s'imposer, à vraiment être bons, forcément, l'équipe elle aura un niveau différent, elle va step up. Donc, c'est les jeunes qui peuvent changer cette franchise. On va voir s'ils répondent présent. En tout cas, ils l'ont construit autour des jeunes. Ouais. Clairement, et ça marche avec de l'expérience, encore une fois. Et pas que Trae Young. Parce que c'est vrai que Clint Capella n'est pas dans les arrivées et départs de l'été, mais il n'a pas joué l'année dernière, et c'est un énorme transfert. Ouais. C'est clairement le meilleur intérieur depuis Allerford qu'on a vu du côté d'Atlanta. Et lui, il va sécuriser un poste avec sa taille, sa vélocité, sa capacité à prendre des rebonds et être fort sur pick and roll. C'est vraiment le bon pendant pour Trae Young. Ben oui, alors tu parlais d'Allerford, mais ça n'a rien à voir dans le profil. Mais c'est vrai, mais c'est un mec, on l'a vu avec Houston, il n'a pas besoin d'avoir la balle, du pic, du roll, du cercle à cercle, du rebond. C'est toujours bien d'avoir des mecs comme ça dans l'équipe qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup la balle, qui sont au service de l'équipe. Le 5 majeur est assez jeune, Bogdanovic est le plus vieux, 28 ans seulement. On verra sa saison lui aussi. Il va être enfin dans une équipe qui cherche à gagner des matchs. À voir aussi John Collins, quand même, qu'on a entouré de profils un peu similaires à celui-là. On sait qu'avant l'arrivée de Trae Young, c'était lui le patron de l'équipe. C'est plus vraiment le cas. À voir s'il va s'intégrer en acceptant d'être un lieutenant, ou si peut-être ça peut être une monnaie d'échange aussi dans le futur des Hawks. De toute façon, gagner des matchs, ça te permet toujours de mettre de l'eau dans ton vin. L'année dernière, notre ami John Collins, le Bougre est à 41 matchs joués, il est quand même à 21-6 et 10 rebonds. De toute manière, on n'imagine pas une baisse de ses stats. Il était quand même à 40% à 3 points l'année dernière. C'est un joueur très sérieux. Après, il n'y a qu'un ballon. Il y a beaucoup de joueurs, il n'y a qu'un ballon. Il n'y a qu'un ballon, il y a pas mal de joueurs qui aiment shooter, qui aiment la balle. Bon, on verra. Après, il y a une hiérarchie qui va s'installer, mais à voir. Tu sais que John Collins, il a un point commun avec toi.
Tu aimes le Jean Gall? C'est le Jean Gall. C'est le Jean Gall, absolument. Allons voir mon top 8, s'il te plaît, mon cher Polo. Et vous allez voir qu'a priori, mon 7e et mon 8e, ce sont presque les mêmes, puisque moi, j'ai mis Indiana. Ah ben tant mieux. Et oui, j'ai mis Indiana en 8e position, parce que Indiana, sa saison, eh bien, va en playoff easy. L'année dernière, ils finissent 4e de la conférence S. Je vérifie en même temps, pour pas dire de bêtises. Mais Indiana est une place forte de cette conférence, avec depuis qu'Oladipo et Sabonis sont arrivés, 2 All-Stars, même si Oladipo s'est blessé. J'ai du mal quand même à ne pas miser sur cette équipe qui, chaque début de saison, on va se dire ils vont un peu baisser, ils vont un peu moins bien jouer, et finalement les résultats sont toujours là. Mais tout à fait, t'as raison, c'est une équipe toujours sérieuse, solide. C'est pas la plus bling-bling, c'est pas la plus excitante. Et la plus excitante, je vais te dire, chaque année, il y a un petit peu un délit de sale gueule autour des Pacers, et moi le premier. On préfère toujours, tu vois, moi par exemple, je mets Washington. Je mets Atlanta et Washington devant, un petit peu sur le côté, sur l'effet du moment. Ouais. Alors que finalement, sur le vécu et même sur la dernière bulle, Indiana a montré plein de choses. Maintenant, il y a quand même un changement de coach. À voir un coach qui était assistant avec les Björkgren, je sais plus son nom, c'est très compliqué je l'avais là. Donc un nouveau coach qui arrive. Björkgren, donc qui arrive. Donc c'est un nouveau coach qui était assistant aux Raptors. Nate. Il y a quand même un petit point d'interrogation autour de ça. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a quand même l'attitude de Victor Oladipo. Alors, Finalement est rentré dans le rang. Ça a été réglé. Bon, qui a demandé à partir pendant qui n'a pas été très bon dans sa com en tout cas. Et puis il y a le cas Miles Turner, Tom, où qui finalement cet été a été clairement mis sur la ligne de départ. Finalement, on n'a pas pu, tu reviens. Dans quel état quand on te dit tu veux partir mais tu pars pas, tu réattaques cette saison. Voilà, après oui, tu as des certitudes. T.J. Warren qui sort d'une bulle fantastique, même si la bulle ça reste un contexte particulier. Écoute, voilà, je les ai pas mis dans le plan, mais je suis content que tu les aies mis parce qu'ils méritent quand même d'être considérés un peu plus que ça. De toute manière, là on voit les arrivées et départs, il n'y a pas énormément de changements. On connaît les valeurs sûres de cette équipe. Amida Brima, attention, belle surprise. Hein. Je rigole. Il y a ton gars Cassius Stanley d'ailleurs. Hein. Ah, ça par contre, c'est mon gars sûr. Ton athlète sûr. Camille Philo. Jalen Lake, là, à l'entraînement, ça va envoyer des petits trucs sympas, je pense. Non, il y a un truc important, c'est Victor Oladipo qui est en fin de contrat à la fin de la saison. Et vous savez combien les joueurs sont très forts lorsqu'ils sont en contractuaire. Donc on peut imaginer que Victor Oladipo fasse une saison de All-Star. Ou est-ce qu'on peut, à l'inverse, imaginer qu'il soit complètement rentré dans le rang à cause de sa blessure? Il peut totalement, mais il fait partie de ces joueurs dont on ne connaît pas l'état physique. Puisqu'il dit que tout va bien, mais quand on le voit jouer l'année dernière, c'est plus le même Oladipo la saison d'avant qui faisait des cartons qui étaient inarrêtables. Là, on voit que ça va moins vite, ça va moins haut. Donc on va voir s'il est bien revenu. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, je ne suis pas médecin. Mais honnêtement, ça dépend vraiment que de son physique parce qu'il a tout pour cartonner. Après, c'est vrai qu'il a demandé à partir, après il s'est rétracté. Bon, à voir, mais moi je sais pas. Les Pacers, tu l'as dit avant, c'est vrai qu'on n'y croit jamais, mais c'est basé sur un collectif. L'année dernière, ils font un peu la surprise avec une grosse saison aussi de Brogdon, de Warren. Donc là, à voir cette année. Ils ont des mecs qui tiennent la baraque, hein. Brogdon, Warren, Oladipo, Sabonis, ouais. Turner. Tu voyages, c'est des mecs qui connaissent le métier. Donc c'est non, mais je répète, c'est un peu un délit de sale gueule. C'est Indiana, ouais, c'est Indiana, c'est un peu moins bling bling. C'est vrai que tu vois que tout de suite on a envie d'aller sur Atlanta. Plus, mais c'est vrai que voilà, n'enterrons pas ces Pacers. Donc c'est bien qu'il y ait un mec au moins sur 3 qui les mette en playoff, parce que s'ils sont playoff, ça sera pas non plus la surprise du siècle. Très bien. Je regardais, il y a aussi Jeremy Lamb qui a été blessé l'année dernière. À voir comment Monsieur revient. Il y a pas mal de très bons joueurs. On voit super, merci. L'effectif au complet, le 5 majeur. Aaron Holiday qui avait été très bon la saison dernière. Tout à fait. Aaron Holiday, frère de Justin, qui lui aussi est dans l'effectif. TJ McConnell est aussi toujours là, notre ami. C'est une équipe de toute manière aux valeurs sûres. Maintenant, à voir comment la concurrence a évolué. C'est ça la question en fait. Comment eux vont se situer par rapport à la concurrence. J'ai l'impression que la concurrence directe, à part Orlando, même si Orlando pour moi est une équipe plus faible, clairement, c'est la concurrence a mieux réussi l'intersaison que les Pacers. Maintenant, quand tu as quand même des valeurs sûres, et là tous les noms qu'on voit. Après, ils ont perdu personne. C'est ça. Si tu prends le 5 majeur, voire même le second unit, à part Bitadze, que l'année dernière, qui n'a pas beaucoup joué, mais qu'on sait que c'est un potentiel plutôt intéressant, c'est que des mecs installés. C'est que des mecs installés. Il faudra voir après, je pense, sur le poste 4, McDermott, en deuxième, en backup poste 4, je pense que tu peux envoyer Jacques Samson, qui est un bon mutant, mais peu importe. T'as que des mecs installés. Moi, tout à fait. L'année dernière, Indiana, c'était donc 45 victoires, on l'a vu tout à l'heure. Ils finissent 4e de la conférence Est. À titre de comparaison, Orlando était à 33 victoires l'année dernière. 33 victoires. C'est un beau 5 majeur pour une bien belle équipe. Donc, moi, je mets en play-off. Est-ce que tu peux me remontrer, s'il te plaît, mon top 8, Polo et Tom, au pluriel, c'est mieux cette phrase, pour justement voir qui sont les équipes du play-in, puisque
On le répète encore une fois, être 8e dans le top 8 de la conférence Est ou de la conférence Ouest ne suffit plus, puisque derrière tu vas te coltiner des matchs de merde, de barrage, pour essayer de te qualifier en play-off. On aura le temps d'en reparler de cette petite formule, mais bon, ça change pas mal les choses. L'idée, évidemment, j'imagine, c'est d'éviter le tanking, c'est éviter aussi les saisons mortes pour les 11, 12, 13e équipes de chaque conférence. Le Orlando Magic, on l'a tous fait chuter en 10e position, les gars. On va voir l'intersaison. Il y a pas mal de choses à dire du côté du Magic, ou de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que c'est nivelé, c'est tout moyennasse cette affaire. J'ai l'impression que le Magic, très cool avec l'arrivée de Steve Clifford, enfin on arrive à faire une première saison de play-off, on arrive à enchaîner une deuxième fois en play-off. Et j'ai quand même l'impression qu'on a du mal au cap d'après, sur le step d'après. On a des valeurs sûres autour de Vucevic et Evan Fournier. Maintenant, j'ai l'impression que le Magic est un petit peu limité et réduit à tenter des coups. Alors c'est vrai que la plus grosse attraction, quand tu lis un petit peu les médias US autour du Magic, c'est la draft de Cole Anthony. Qui est backup meneur aujourd'hui de Markel Fultz. Qui sera backup meneur dans un rôle offensif, on l'a vu déjà des matchs contre Atlanta. De Markel Fultz. Donc Markel Fultz aussi, on va l'attendre encore une fois. J'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, de toute façon, on attend Markel Fultz. Donc voilà, encore une fois, pareil, par rapport à des concurrents directs, j'ai l'impression quand même, alors je parle des Wizards notamment, entre autres, ou les Hawks, j'ai l'impression quand même que ces deux équipes ont clairement réussi leur intersaison. Orlando n'a pas réussi de gros coups cette intersaison. Ils ont quand même pour eux 2 campagnes de play-off de rang. Maintenant, dans la bulle, ils n'ont jamais réussi à se remettre dedans. Et on reste quelque part sur une dernière impression avec le Magic un petit peu décevante. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, tout à fait d'accord avec lui. On l'a vu sur le tableau, il n'y a aucune arrivée à part Cole. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ça ne va pas non plus changer l'équipe. Ils ne vont pas passer dans le top 4 avec lui. Mais ouais, un peu déçu, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Peut-être qu'ils vont voir ce qui se passe cette année. Ils vont peut-être tanker pour essayer de récupérer un bon choix de draft parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ils vont essayer de transférer Aaron Gordon, en vrai. Ouais. On l'a tous en tête, non ? Si, mais c'est ce que je dis. Mais déjà, sur cette intersaison, il n'y a pas eu de choix de fait. On parlait beaucoup d'Aaron Gordon qui pourrait être une monnaie d'échange, ça n'a pas été fait. Evan Fournier, ça marche aussi. Evan Fournier, ça peut marcher aussi. Il a pris donc sa dernière année de contrat, alors qu'on imaginait. Alors je pense que la crise et la bulle ont un peu changé la donne. On pensait qu'il allait plutôt ne pas prendre cette dernière année de contrat. Si ça avait été une année normale, on imagine qu'il aurait opté. Alors on connaît le professionnalisme d'Evan, hein, mais est-ce qu'il a pris cette dernière année de contrat un petit peu de manière en pensant économiquement ou en pensant sportivement ? Dans tous les cas, on imagine que c'est un peu plus la première option. Après, ça reste un titulaire, il fait sa meilleure saison l'année dernière. Mais évidemment. Sportivement, ça a du sens de rester, je veux dire. Mais je pense qu'Evan, le connaissant un peu et quand on lit un peu ses déclarations, il a tellement envie sportivement de toucher un petit peu plus. Et honnêtement, je crois qu'avec le Magic, on est là-dessus, on a du mal à se projeter autre que, au mieux, un tour de play-off sur les 2 dernières années. Et moi, cette année, je suis comme toi, je les mets dans le play-in et c'est déjà, ça serait presque bien pour eux. Quelle saison pour Evan Fournier alors, vu que lui aussi, il est en contract hier, donc on peut imaginer qu'il sorte sa meilleure saison. L'année dernière, c'était le cas. On l'a vu un peu dans le dur dans la bulle. Après, est-ce qu'il avait vraiment envie d'être là ? Est-ce qu'il était vraiment emballé pour ça ? Voilà, est-ce qu'il était vraiment en forme ? Là, il sait que sa dernière année de contrat. Donc il a tout à prouver. Après, il n'y a pas vraiment de pression sur le Magic. Il va jouer ses 30-35 minutes. Oui, il va faire sa saison à 18 points, 17 points. T'es pas inquiet du tout ? Pour lui ? Ouais. Non, je pense pas. C'est un gars qui bosse. Il a dû bien se remettre en forme. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après collectivement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais individuellement... Après, il n'y a personne on a dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est arrivé. Donc, je ne vois pas comment la hiérarchie peut changer entre lui et Vucevic, quoi. Je pense que Vucevic et lui vont assurer entre 38 et 40 points par match. À 2. Donc voilà, donc Evan, forcément, il est en pleine bourre. Il n'y a pas de raison. La saison va dans ton sens. La saison va dans ton sens, c'est-à-dire qu'il a les ballons, il a des systèmes, il n'y a aucun souci. Il ne s'est rien passé cet été pour que la hiérarchie change du côté du Magic, à voir ce que Aaron Gordon va faire. En fait, c'est ça le truc, c'est par rapport aux jeunes et leur évolution. Alors, il y a James Ennis qui est dans le 5 majeur. Normalement, ça aurait dû être Jonathan Isaac, mais qui est out. Dwayne Bacon débute dans ce 5 majeur, parce que James Ennis ne joue pas cette pré-saison-là. Donc, Dwayne Bacon qui vient d'arriver des Hornets. Donc, Nico nous en dit du grand bien. Absolument. Un peu boycotté par Borrego, apparemment, Bacon, mais un vrai bon joueur. Donc, bon joueur. En fait, la hiérarchie pourrait changer si l'un des 2 meneurs de jeu à potentiel, donc Cole Anthony ou Markel Fultz, passe un cap. J'ai plus l'impression que Aaron Gordon devient un joueur incroyable. L'année dernière, il a 14 points par match. C'est indigne de son contrat, parce qu'on se rappelle qu'il a signé un énorme contrat. Donc on peut aussi se poser la question de si la hiérarchie ne bouge pas par les joueurs déjà en place. J'ai du mal à y croire, honnêtement, mais ça peut être la théorie pour un changement d'identité de cette équipe ou un step-up ou ce genre de choses.
J'ai du mal à y croire. Voilà. Moi non plus, j'ai du mal. Il y a un bon coach, mais c'est pas non plus un coach révolutionnaire. C'est un coach qui met, on l'a vu avec les Hornets, on l'a vu avec le Magic. Il arrive, il met en place des choses, il amène des équipes en play-off à l'Est. Mais c'est pas non plus un coach révolutionnaire. Voilà, je pense qu'ils ont des certitudes sur des choses précises. Puis l'axe Vucevic-Fournier, Tyros en sortie de banc. Maintenant, c'est vrai que sur ce rôle de meneur, on va voir Markel Fultz, à qui on a enfilé un peu les rênes d'une équipe enfin l'année dernière. Il y a eu quelques trucs pas trop mal, c'était quand même assez en dents de scie. À voir lui aussi. C'est peut-être lui finalement qui peut peut-être changer la donne et envoyer pour la 3e année d'affilée le Magic en play-off de manière assez tranquille. C'est vrai que ça serait un plus d'avoir un meneur un peu installé parce que, Tom le disait, ils ont perdu Augustin, c'est lui qui faisait quand même pas mal le taf. 12 points l'année dernière, c'est sa première année pleine, Markel Fultz. Il a 72 matchs joués, 60 comme titulaire. 12 points, 5 passes, 3 rebonds, à 46% au tir, 26% à 3 points sur 2 tentatives. Voilà les stats du numéro 1 de draft déjà. On rappelle, Jason Tatum, l'échange incroyable entre Jason Tatum et Markel Fultz. Bravo à Danny Ainge. Je voulais voir vite fait ton 11e et je voulais te poser cette question, Erwan. Est-ce qu'il y a un vrai différentiel entre Orlando 10e et ton 11e? Je crois que c'est Détroit. Ouais, quand même. Le vécu déjà, les certitudes. N'enlevons pas. C'est vrai qu'on est souvent sur les noms des mecs. Là, on le voit en plus, surtout en pré-saison. Le nom, il y a lui qui est arrivé, eux, ils n'ont pas bougé. Orlando, on va quand même pas leur enlever qu'ils ont 2 saisons de suite où ils gagnent des matchs, assez pour aller en play-off. Ils ont 2 tours de play-off. Et ça, c'est un vrai. Ils n'ont pas bougé en plus, du coup, c'est une assurance. Et ça, c'est un vrai vécu. Et là-dessus, ils sont en avance sur les Wizards et sur le Magic. Donc, oui, par rapport à Détroit, même si Blake Griffin est plutôt rassurant sur la pré-saison physiquement, Orlando, quand même, est en avance, oui, sur Détroit, le reste, Chicago et tout le reste dont on a parlé dans la première vidéo des previews. Donc, on peut pas tout leur enlever. À Orlando, c'est même peut-être un peu sévère, certains pourraient dire avec le Magic, je peux l'entendre, parce que c'est quand on prend, allez, on enlève les Pacers, mais si on prend Wizards, Hawks, Magic, Pistons, c'est Orlando les plus derrière Indiana, c'est Orlando qui a le plus de vécu collectif. Et jusqu'à preuve du contraire, le basket, le vécu collectif, ça compte énormément. Absolument. Je regardais pour Détroit et je pensais, tu parlais de Blake Griffin, pardon. Moi, je pensais au Français, Sekou Doumbouya qui a mis 23. On l'enregistre cette vidéo lundi. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. On est lundi. Sekou a mis 23 points hier. Il fait kiffer en backup justement de Blake Griffin et Killian Hayes a quelques difficultés. De toute manière, on va pas lui tirer dessus. L'idée, c'est qu'il s'adapte à ce niveau. Qui est ton 11e, toi, Tom? Je ne sais plus. On va le voir, du coup. S'il te plaît, cher ami, Thomas S., c'est les Chicago Bulls. Ouais, est-ce que pour toi, la même question, entre le Magic et les Bulls, il y a une énorme différence? Parce que les Bulls pourraient essayer de gratter cette 10e place. Les Bulls, je les attends. Ça fait un moment que je les attends parce que moi, j'aime bien le. Je sais jamais comment on dit, Lavine, voilà. J'attends qu'il montre. Qui monte son équipe vers le haut de tableau parce que je trouve que c'est un joueur énorme avec Mark Allen qui fait une saison cata l'année dernière. Alors je sais pas ce qui s'est passé, s'il n'avait pas des systèmes pour lui, tout ça, mais dans l'effectif, je trouve, est assez cool, jeune mais cool. Donc à eux de montrer que ils peuvent être dans la course. Ouais, qu'ils peuvent être dans la course. De toute façon, pour moi, de 7 à 12, 13, ça va être assez ouvert. Donc ils ont une carte à jouer avec Kobe White, avec tous les jeunes qu'il y a. Wendell Carter Jr., voilà, ils ont une raquette. Patrick Williams, c'est intéressant aussi. Patrick Williams, le rookie, peut être intéressant. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. C'est un jeune, c'est le nouveau coach. Enfin, c'est un jeune, c'est un effectif jeune. Billy Donovan est un coach avant tout universitaire dans sa formation, dans sa manière de penser. Donc, à voir, il faut mettre de là. Parce que c'est vrai que Mark Allen, quelque part, il faut s'appuyer sur lui, lui filer un peu 2-3 systèmes. Il a des mains, il fait beaucoup de choses et il a beaucoup de talent, moi, je trouve. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais. L'année dernière, j'ai l'impression qu'il était. Il était bien cata, il n'est pas beaucoup de système. Parfois, il n'y a rien qui va pour ces jeunes joueurs. De toute manière, on a fait le tour de cette conférence Est. L'idée, c'est que vendredi, on se retrouve pour faire les grands favoris. Alors, il y a beaucoup d'équipes, on va essayer de faire le tri. On va évidemment parler des Clippers, des Lakers, on parlera des Bucks, on parlera de Philly, on parlera de toutes ces équipes qui peuvent aller chercher le titre. Et puis ensuite, la semaine prochaine, puisque je crois bien que c'est la semaine prochaine, fais voir, on est combien? Ouais, c'est dans pas longtemps, c'est la semaine prochaine que la NBA reprend pour de vrai. En tout cas, c'est un vrai plaisir de voir des highlights et des matchs le matin. Tu te rends compte en fait que quand ça reprend, qu'on est vraiment drogué de ça. Tu vois, le matin, je regarde tous les matchs comme ça, comme un hibou, là, comme un fou. J'ai l'impression qu'on est adolescent jusqu'au bout et ça, j'aime, Erwan. On dirait une chanson de Céline Dion, comme un hibou, comme un fou, comme une star de cinéma, c'est Lara Fabian. Voilà, on a commencé avec Michel Sardou, on finit avec Lara Fabian. Absolument, c'est une merveilleuse vidéo. La boucle est bouclée. Absolument. Allez, on vous embrasse et on vous souhaite de bonnes vidéos de preview. On se retrouve donc en fin de semaine pour les grands favoris de la NBA. Merci Tom, merci Erwan et merci Polo. Ciao.